Alors bonjour et bienvenue donc pour ce module 7, ce module qui entre dans le cadre d'une formation en ligne qui a été élaborée dans le cadre du projet NESE. Le projet NESE, donc c'est un projet européen qui porte sur les hôtels presque zéro énergie, qui a été cofinancé donc par le programme Énergie intelligente pour l'Europe de l'Union européenne et qui vise donc à promouvoir les hôtels presque zéro énergie. Ce projet est mis en œuvre dans 7 pays dont la France, et la mise en œuvre des activités au niveau français est revenue à l'association Énergie 2050, dont je fais partie, qui est une association qui intervient principalement dans le domaine de la lutte contre le changement climatique, de la transition énergétique et du développement durable. Donc voilà, avec une vision assez large des choses. Dans le cadre de cette formation en ligne, donc on a eu déjà 6 modules où un certain nombre de sujets ont été abordés. Et ce module 7, qui est le dernier module de cette formation en ligne, porte sur l'intégration des énergies renouvelables. Vous savez que, on l'a évoqué notamment dans le module 1, qu'un hôtel presque zéro énergie, même si la définition reste assez libre, un hôtel presque zéro énergie, c'est un hôtel qui est très performant sur le plan énergétique et dont la consommation énergétique est assurée en partie ou en grande partie en tout cas par des énergies renouvelables, notamment des énergies renouvelables locales. Donc une des questions qu'on peut se poser, c'est quel type d'énergie renouvelable vous pouvez intégrer dans un hôtel. Donc c'est le sujet de ce module 7. Alors ce module 7 il est très long, donc nous on va passer assez vite parce que je le rappelle, tous ces modules de formation sont disponibles, sont mis à disposition à quiconque le demande, et donc pourront être utilisés pour approfondir un peu les sujets. Là c'est vraiment une présentation. Donc les premiers types d'énergie qu'on peut utiliser, c'est d'abord l'énergie solaire. Donc on a différents types d'applications. On a le solaire thermique pour l'eau chaude, le solaire thermique pour les piscines, les systèmes solaires combinés, système solaire combiné plus, le refroidisseur à absorption solaire, donc ce qu'on appelle le refroidissement solaire, le photovoltaïque pour la production d'énergie, le photovoltaïque pour les pompes de piscine et les lumières photovoltaïques. Donc ça fait partie des technologies qui peuvent être utilisées pour utiliser de l'énergie solaire dans le bâtiment. Les capteurs solaires, donc ça c'est quelque chose d'assez classique, hein, c'est des capteurs qui permettent de préchauffer l'air ou l'eau au soleil pour répondre à des besoins de chauffage, d'eau chaude. Et généralement en Europe, vous avez des systèmes solaires d'eau chaude qui sont dimensionnés pour fournir environ 50 voire 70% de la charge de chauffage par an des installations en été. Voilà. Enfin, dès l'été par contre, pardon, ça peut aller jusqu'à 100%, alors que sur les périodes nuageuses, on est à une fourniture autour de 20-30%. Donc on va préchauffer l'eau à une certaine température et ensuite ça sera un système alternatif qui prendra la relève. Voilà, le nombre de collecteurs, ça dépend de l'utilisation. Vous avez différents types de collecteurs pour le solaire thermique. Vous avez les collecteurs à air qui sont peut-être les moins performants, qui servent surtout à préchauffer l'eau à une température de 35 degrés. Ça c'est pour le chauffage, le chauffage de l'air notamment. Les capteurs solaires plats ou tubes sous vide qui sont utilisés un peu pour les usages jusqu'à 90 degrés, pour les usages un peu plus performants, notamment les tubes sous vide qui restent les plus performants à ce niveau-là. Et après vous avez les concentrateurs à haute température qui sont utilisés notamment dans les processus industriels. Voilà, là vous voyez le fonctionnement d'un système solaire thermique, donc ça c'est assez classique, hein. Système thermique là cette fois avec un cylindre à bobine simple. Vous voyez, je vous laisserai regarder, mais voilà, l'idée c'est d'utiliser la chaleur du soleil pour préchauffer votre eau chaude ou votre espace sans avoir besoin d'utiliser une autre source d'énergie. Vous avez également des chauffe-eau solaires passifs, des systèmes de chauffage actif de l'eau. La rentabilisation dans un cas très favorable, ça peut être 3-4 ans, mais ça peut aller jusqu'à 5-6 ans en moyenne. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, les panneaux plats qui sont pas les plus performants, mais après qui restent quand même des systèmes performants pour tout ce qui est eau chaude, voire chauffage de l'air. Les tubes sous vide qui sont un peu plus performants, mais évidemment un peu plus chers, mais par contre qui remplissent, qui ont une meilleure performance.
Voilà, donc là vous voyez un peu les types de production, le comparatif entre ceux qui sont sans vitrage, les plats et les tubes sous vide qui sont les plus performants avec une production annuelle de chaleur qui peut aller jusqu'à 650 kWh par mètre carré par an contre 500 kWh par mètre carré par an pour les panneaux plats, ce qui est quand même pas mal, ce qui peut servir, ce qui peut être suffisant pour des usages traditionnels, et par contre qui reste le double de la production pour des panneaux sans vitre qui sont surtout orientés pour l'air, pour le chauffage de l'air. Une donnée importante, c'est que ces capteurs solaires ils doivent être orientés de façon optimale, notamment par rapport à la course du soleil. L'angle d'inclinaison, ça va notamment dépendre de la latitude, parce que en fonction de la latitude, la course du soleil va varier. En général, dans des pays européens, on va avoir tendance à orienter les panneaux vers le sud pour que pendant l'hiver, ces panneaux soient orientés vers le soleil. Évidemment, si vous orientez vos panneaux vers le nord, bah, vous avez moins d'apport thermique et moins d'énergie. La conception, donc il faut s'assurer de différentes choses, il y a différents garde-fous, voilà, notamment un système d'évacuation de chaleur dimensionné relié et également une exigence de sécurité. Voilà, différentes choses qu'il faut mettre en place, mais en général qui sont prévues dans le cadre d'une installation professionnelle. Et ça, évidemment, il faut le prendre en compte lorsque vous faites cette installation par vous-même. L'avantage de ces capteurs, notamment dans les nouveaux bâtiments ou dans le cadre d'une rénovation, c'est qu'ils peuvent tout à fait être intégrés à la structure du bâtiment, que ce soit dans le toit. Ils peuvent également, comme vous le voyez sur les photos, être placés dans un espace aéré libre dans le jardin ou dans dans un espace libre, vert. Ils peuvent se fondre dans la construction des bâtiments et le seul impératif, c'est de bien régler l'inclinaison et l'orientation de votre panneau pour avoir un maximum d'efficacité. Donc ça, il faudra voir ce que peut offrir, dans le cadre d'une rénovation, quel type d'opportunité peut vous offrir le bâtiment. Alors, les solaires thermiques pour piscine, donc pareil, pour préchauffer l'eau de la piscine. Les capteurs non vitrés utilisés indépendamment, cette fois, peuvent être utilisés pour le chauffage de la piscine. Ils sont moins chers que les capteurs vitrés plats et ils sont faciles à installer. Donc ça peut être utilisé pour justement pour ce chauffage de la piscine. Il n'y a pas une obligation de chauffer la piscine à 45 degrés. Donc vous pouvez utiliser ce type de capteur. Vous pouvez également utiliser dans le cadre d'un système solaire d'eau chaude sanitaire un combi ou combi plus qui vous permet également d'être utilisé pour la piscine. Alors là, il y a différentes méthodes de calcul pour le solaire thermique. Il y a différents logiciels, notamment le logiciel RedScreen qu'on aime bien, qui est un logiciel canadien et qui permet de faire pas mal de simulations aussi sur les calculs de performance des ENR, énergie renouvelable, dans certaines situations avec des données météorologiques qui sont assez étendues. Donc je vous invite à télécharger ce logiciel sur le site officiel et à l'utiliser si vous avez l'ambition d'installer des panneaux solaires thermiques ou toute autre source d'énergie renouvelable. Les systèmes solaires combinés. Voilà, les systèmes solaires combinés, c'est utiliser la chaleur à partir de capteurs solaires thermiques pour le chauffage solaire des espaces en hiver et pour le chaud sanitaire toute l'année. Donc c'est combiner chauffage au chaud sanitaire avec une durée moyenne de rentabilisation de 5-6 ans. Voilà. Après, bien sûr, il y a toujours cet aspect où on va d'abord jouer, avant même d'installer des énergies renouvelables, on va toujours jouer sur l'efficacité du système et sur les besoins. Alors, pour réduire la besoin à consommation d'eau chaude, on va installer des douches et des robinets à faible débit, on va isoler les tuyaux d'eau chaude, isoler le bâtiment, isoler les fenêtres, prévenir l'infiltration d'air, etc. C'est des choses qu'on a vues déjà dans le webinaire site, mais des choses qui sont importantes et qu'il faut prendre en considération pour réduire au maximum le besoin, la fourniture d'énergie renouvelable n'intervenant qu'après. Et voilà. Et surtout, en diminuant au maximum les besoins en amont, ça vous permet de mieux dimensionner votre installation d'énergie renouvelable et de ne pas le surdimensionner, de ne pas avoir d'investissement inutile, alors que si vous réduisez les consommations, voilà, vous allez dimensionner correctement.
Les parties du système, donc ça c'est les différentes parties du système que vous avez sur un système de solaire combiné. Système solaire combiné plus, ça utilise en plus du système combiné, ça sert également pour la climatisation en été. Alors la climatisation, ça peut paraître contre-intuitif de se dire que le soleil peut être utilisé pour la climatisation, mais en fait avec le refroidissement, il est réalisé par l'intermédiaire de machines frigorifiques, un refroidisseur d'absorption qui est alimenté avec de l'eau chaude. Voilà, donc ça veut dire que vous pouvez utiliser dans ce système votre système solaire pour évidemment le chauffage en hiver, l'eau chaude sanitaire toute l'année et la climatisation en été. Donc vous avez vraiment quelque chose qui vous sert toute l'année. Voilà, là vous avez les différentes parties du système. Alors, pour ce système de refroidissement, il vaut mieux que vous soyez un hôtel qui soit situé dans une zone, il faut quand même une forte radiation solaire, donc notamment type Méditerranée. Il faut qu'il y ait une certaine demande quand même pour la climatisation. En été, le chauffage en hiver, donc ce qui n'est pas évident en Méditerranée, souvent on n'a pas une énorme demande en chauffage, donc voilà, même si on peut techniquement l'installer, est-ce que c'est vraiment nécessaire? En eau chaude sanitaire, la piscine chauffée, etc. Donc il faut qu'il y ait une forte demande parce que c'est un investissement. Et il faut qu'il dispose de l'espace nécessaire pour un réservoir de stockage et de l'équipement pour dissiper la chaleur. Voilà, ça fait partie des garde-fous qu'il faut vérifier avant d'installer un système Combi+. Le refroidisseur à absorption solaire, ça c'est pareil, ça fonctionne sur le même système, c'est que vous utilisez l'énergie solaire pour refroidir, pour des besoins de refroidissement, et ça peut faire tout à fait partie du système solaire Combi+. Voilà, le système de fonctionnement. Les avantages et les limites de ce type de système, c'est moins efficace que les refroidisseurs à compresseur, avec des composants plus grands et des coûts plus élevés, mais par contre vous avez des économies qui sont importantes et vous avez également moins de bruit et moins de vibrations, et la chaleur solaire qui est utilisée pour produire de l'eau froide, donc ça vous permet de réduire vos consommations puisque vous utilisez l'énergie solaire. Donc là vous avez différents outils pour faire des projections, pour faire des calculs sur ce type de technologie. Le photovoltaïque, le système photovoltaïque qui vous permet d'utiliser de l'énergie solaire non pas pour des besoins de refroidissement, mais pour produire de l'électricité. Donc là, on va directement utiliser l'énergie solaire, donc les photons qui sont inclus dans le rayonnement solaire, pour produire de l'électricité qui va vous servir ensuite dans votre logement. Le temps de rentabilisation, il peut varier dans les meilleurs des cas de 3 à 4 ans jusqu'à 20 ans, même peut-être plus parfois. Et ça dépend aussi du prix du kilowattheure. Le prix du kilowattheure d'électricité étant très bas en France en ce moment, c'est vrai que le panneau photovoltaïque n'est pas forcément rentable très rapidement. Mais voilà. Alors, pour un panneau photovoltaïque, il peut être connecté, il peut être autonome, hein, on peut le mettre en isolation avec une batterie, etc. Voilà. Non, il est autonome, c'est-à-dire dans l'hôtel, c'est-à-dire qu'il n'est pas connecté au réseau. On peut l'intégrer au bâtiment, comme vous le voyez là en haut à droite, hein, c'est un hôtel, il me semble, à Vienne. Intégré dans la structure, donc ça peut être assez joli aussi, et voilà, ça vous permet de produire de l'énergie, tout en sachant que pour le photovoltaïque c'est important de vérifier l'apport solaire et aussi de l'exposer directement aux rayons du soleil, parce que sinon vous avez des fortes chances que votre système ne soit pas assez performant. Le photovoltaïque, vous pouvez l'utiliser également pour les pompes de piscine, hein, bon, c'est un autre système tel que vous voyez sur le schéma. Et pour la lumière photovoltaïque. Donc ça c'était pour l'énergie solaire. Un autre type d'énergie que vous pouvez utiliser, c'est l'énergie éolienne. Donc vous avez les petites turbines éoliennes que vous pouvez utiliser, c'est des systèmes individuels qui peuvent être utilisés. Donc là effectivement c'est l'énergie cinétique du vent qui est utilisée pour produire de l'électricité. Voilà, donc ça c'est classique. Vous pouvez les monter sur mât ou sur toit. Les capacités, ça peut varier de 1 kW à 10 kW en fonction de la technologie, mais ça peut vous permettre de faire une technologie d'appoint. Comme vous voyez sur le bâtiment à gauche, on a du photovoltaïque et de l'éolien. Ça peut permettre d'avoir une bonne
quand il y a moins de soleil, peut-être il y a plus de vent, donc ça peut être intéressant. La bioénergie, tout en sachant quand on parle de biomasse, évidemment, on parle d'une biomasse exploitée de façon durable, sinon elle ne peut pas être considérée comme une énergie renouvelable. Donc vous avez les chaudières à biomasse, bon, qui permettent d'utiliser voilà, le bois de chauffage, copeaux de bois, le pellet, etc. pour produire de la chaleur. Les différents facteurs qu'il faut considérer, c'est comment vous allez notamment placer la chaudière dans l'établissement. Il faut également un emplacement pour le stockage du carburant et de la chaudière, notamment si vous avez carburant, vous utilisez du bois, il faut un emplacement pour stocker le bois. Les possibilités et coûts de transport de carburant, donc il vaut mieux privilégier si vous avez un approvisionnement proche de l'hôtel, ça peut être plus intéressant que si vous avez besoin d'importer. Voilà, donc différentes thématiques que je vous invite à regarder sur le support qu'on peut vous envoyer encore une fois, et qui sont des choses, des garde-fous qu'il faut considérer. Il ne faut pas vous jeter dans un projet. Il y a également l'effet acoustique du stockage de carburant, etc. Donc les points positifs, c'est que c'est une source d'énergie renouvelable. Le faible coût d'exploitation peut être une bonne solution si pas loin des fournisseurs d'énergie. Alors là, c'est si pas loin, c'est si près des fournisseurs d'énergie. Le moins, c'est qu'il faut du stockage, c'est que c'est une température élevée de l'eau de chauffage, les possibilités coût de transport de carburant, etc. Et vous avez les autres types d'énergie renouvelables, donc l'aérothermie, géothermie, hydrothermie, pompe à chaleur. Les pompes à chaleur, ça fait partie des choses qui sont vraiment préconisées et qui sont souvent inclus dans les audits et dans les mesures d'efficacité énergétique. Et c'est des dispositifs qui utilisent la chaleur d'un milieu froid en hiver et la convertissent en chaleur utile pour le chauffage des locaux et le chauffage de l'eau du robinet avec une petite quantité d'électricité supplémentaire. Dans la plupart des cas, donc, vous avez des pompes qui utilisent la chaleur de l'air, de la terre ou de l'eau souterraine, qui ont une température supérieure à 15 degrés. Voilà. Donc ça utilise la chaleur naturelle pour réchauffer un espace, pour réchauffer de l'eau, pour des besoins de refroidissement. Parce que vous pouvez également transférer la chaleur d'une source froide vers une source chaude. Donc c'est pour refroidir également les espaces. Donc voilà, c'est des choses qui sont assez répandues maintenant, notamment dans les hôtels. Vous regardez si là c'est en mode de chauffage ou en mode de refroidissement. Donc je vous laisserai regarder tout ça, mais c'est des technologies qui sont assez intéressantes, qui vous permettent d'économiser pas mal d'énergie, notamment les pompes géothermiques. Donc ça c'est en mode de chauffage, en mode de refroidissement pour le sol. Et les sources de chaleur pour les pompes à chaleur, c'est l'air ambiant, c'est l'échappement de l'air, c'est l'eau souterraine, le sol, l'eau des rivières et des lacs, l'eau de mer, les eaux usées. Donc vous voyez, il y a pas mal de solutions qui peuvent être, il y a pas mal de sources qui peuvent être utilisées, et donc les pompes à chaleur peuvent être utilisées dans un certain nombre de cas. C'est pas forcément limité à juste quelqu'un qui est dans un grand espace qui peut utiliser l'eau du sol, la chaleur du sol. Ça peut être également les eaux usées, l'eau de mer, etc. Donc il y a pas mal de possibilités. Les pompes à chaleur aérothermiques, donc c'est pompes à chaleur air-eau qui puisent des calories de l'air extérieur pour les injecter dans le circuit de chauffage de l'eau chaude. Donc c'est air-eau. Donc c'est pour ça qu'on les appelle aérothermiques. Voilà. Les géothermiques, c'est transfert de l'énergie thermique stockée à l'intérieur de la Terre à l'air ou à l'eau. Donc là, on utilise uniquement l'énergie géothermique de la Terre dans les nappes phréatiques, les rivières, pour chauffer l'air ou l'eau. Donc le système, le système évidemment, il faut forer assez profond pour vraiment bénéficier de cet apport thermique. En général, on peut atteindre jusqu'à 100 mètres de plus de profondeur pour les capteurs au sol verticaux. Ça peut être utilisé pour le chauffage ou le refroidissement, sachant que plus vous allez profond à terre, plus la température du sol aura une température moyenne. Donc en été, la température sera plus fraîche et en hiver, elle sera plus chaude que l'air extérieur. Et ça peut être également utilisé pour chauffer l'eau de l'hôtel. Voilà des exemples de pompes à chaleur géothermiques que vous utilisez
différents types de systèmes, verticaux, horizontaux, voilà. Donc différents types de systèmes que vous pouvez utiliser. Donc il y a différentes parties à ce système. Il y a la boucle au sol, il y a la pompe à chaleur et le système de distribution. Donc ça, il faut prévoir quand même un espace et il faut faire des simulations pour voir si vous pouvez effectivement installer ce type d'installation dans le cadre de votre hôtel. Et l'applicabilité, donc il est nécessaire d'avoir une surface au sol suffisante pour une pompe à chaleur géothermique. Vérifier auprès des autorités municipales si la structure souterraine est compatible. Nécessaire pour une pompe à chaleur fonctionnant à l'eau souterraine de voir si la masse d'eau souterraine a un débit suffisant tout au long de l'année à proximité d'eux ou sous l'hôtel pour que le système soit rentable et soit intéressant. Et si la zone extérieure est suffisante, une pompe à chaleur géothermique avec des capteurs horizontaux est un bon choix. Pour les petites surfaces, les capteurs verticaux sont peut-être un peu plus chers, mais permettent de chauffer une plus grande surface de plancher. Donc il faut voir en fonction de votre situation laquelle serait la plus à même de répondre à vos besoins. Voilà, donc ça c'est le pour et le contre des installations verticales et installations horizontales. L'installation horizontale c'est simple et à moindre coût, mais ça requiert une plus grande longueur de tuyau et une plus grande surface au sol. Vertical c'est plus quand donc on va creuser plus profondément à vertical lorsque l'espace est réduit. C'est le seul choix possible lorsque le sol est rocheux parce qu'on ne peut pas faire une installation horizontale, on n'aura pas la structure pour faire passer les tuyaux, qui peut être plus coûteux parce qu'on fait des forages, donc ça peut être coûteux, et plus efficace parce que ça nécessite moins de tuyaux. Horizontal, on va étaler un peu le système, donc la verticale c'est directement à la source en profondeur. Les pompes à chaleur hydrothermiques. Hydrothermique, c'est l'eau du sol à une température presque constante toute l'année, donc comme je vous l'ai dit, donc, par rapport à la moyenne, donc c'est comme le sol. Elle peut être une source thermique pour une pompe à chaleur, les rivières, l'eau de la mer, donc ça peut être aussi utilisé. Il faut faire attention toutefois à l'impact environnemental, et ça c'est la même chose pour l'hydroélectricité, puisque vous avez des micro-hydroélectricités qui peuvent être installées au niveau des hôtels, qui peuvent permettre de générer de l'électricité. Donc si vous avez un flux continu d'eau, vous pouvez générer avec des turbines l'électricité à partir du flux de l'eau avec cette turbine et produire donc de l'électricité à partir de ce cours d'eau qui passe près de chez vous, évidemment en faisant attention aux impacts environnementaux que ça peut générer. Les parties du système, donc on a le transport d'eau, la turbine ou la roue hydraulique, l'alternateur, le générateur, régulateur, câblage. Donc ça, c'est des choses à concevoir. Il faut également vérifier le flux, la longueur du pipeline et la longueur des transmissions électriques avant d'opter pour ce type d'installation. Alors il faut savoir que tous les systèmes micro hydroélectriques ont un impact sur l'environnement, notamment également sur les écosystèmes. Les poissons migrateurs, voilà, ils peuvent pas passer dans les turbines. Il faut vraiment évaluer cet impact-là avant d'opter pour ce type d'installation. Voilà, juste pour terminer sur ce point-là, on a fait une faisabilité des projets bâtiments presque zéro énergie dans les hôtels au niveau technique. Vous avez notamment la substitution d'un chauffe-eau conventionnel avec un chauffe-eau à condensation et changement de fuel. Alors ça, c'est des exercices que vous pourrez faire. Donc des exercices que vous pourrez faire, on mettra à disposition le support de formation. Vous pourrez regarder un peu ça de votre côté, mais ça vous permet d'examiner en fait la viabilité de différentes installations par rapport à l'hôtel. Voilà. Donc l'idée par rapport à, donc ça c'est les différents partenaires du projet, c'était le dernier module de formation donc de cette formation qu'on a mise en place en ligne, qu'on a mise en place dans le cadre du projet NESE. Bien sûr, il faut remercier les différents partenaires, notamment le coordinateur du projet qui est l'Université technique de Crète, et également des partenaires Nextour, l'Organisation mondiale du tourisme, et nos autres partenaires dans différents pays d'implantation du projet.
Merci beaucoup. Vous pouvez nous contacter à ces adresses-là ou en allant voir également nos sites internet, que ce soit le site internet de l'association Énergie 2050 ou celui du projet. Nous contacter aux adresses email qui sont affichées ci-dessous. Ne pas hésiter à demander si vous avez besoin des supports de formation ou à nous demander pour plus d'informations sur ce projet et comment il s'inscrit dans le programme d'action de l'association Énergie 2050, mais également de programme d'action de l'Union européenne. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.